Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue sur Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Visite ce mardi du Premier ministre Ariel Henry à la direction générale de la PNH. C'était l'occasion pour le chef du gouvernement de promettre des moyens aux forces de police afin de rétablir la sécurité dans le pays. Attaque ce lundi dans la soirée contre le sous-commissariat de Pernier. Selon les informations disponibles, des affrontements ont eu lieu entre les policiers et les individus armés du chef de gang Vitlom. Aucun bilan n'a été fourni par les autorités policières. Au moins 2 véhicules et plusieurs motocyclettes ont été incendiés lors de 2 sinistres séparés survenus ce mardi dans 2 stations-service qui distribuaient de l'essence dans le plus grand désordre. Un incendie s'est déclaré ce mardi matin dans une station-service située près de l'aérogare Guy Malary lors d'une distribution de carburant. 2 véhicules et une motocyclette ont été incendiés. Plusieurs personnes qui y faisaient la queue sont blessées. Les sapeurs-pompiers de Delma ont dû intervenir pour éteindre l'incendie. Par ailleurs, un autre sinistre a pris à la pompe à essence de Delma 48. Les sapeurs-pompiers ont eu le temps d'intervenir afin d'éteindre le feu. Aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée lors de ces 2 incendies. Les services ont cessé pour le moment et des mesures disciplinaires seront prises bientôt selon des responsables qui ont voulu garder l'anonymat. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Le spécialiste en matière de gestion d'incendie, Gaël Pinson, l'avait prévu. Mais il semble qu'il prêchait dans le désert. Monsieur Pinson a souligné que les conditions de vente de l'essence sont susceptibles de déclencher des incendies. Un message banal pour certains, mais qui a démontré sa véracité en juin 2020 à Pellerin 2, quand un incendie a coûté la vie à plusieurs citoyens et causé des dégâts matériels importants. Pas plus tard que ce mardi matin, un autre est enregistré sur la route de l'aéroport. Au moins 2 véhicules sont partis en fumée. De même, dans l'après-midi, au moins 4 motocyclettes ont également brûlé à la station-service de Delma 48. Le pompiste a réussi à identifier celui qui est à l'origine de cet acte. Par contre, il a eu le temps de s'échapper. Difficile d'en dire autant pour la station, puisqu'aucune caméra de surveillance n'est remarquée. Grâce à l'intervention des pompiers, le pire a pu être évité. Âgé d'une 20aine d'années, ce jeune homme est le propriétaire de l'une des motocyclettes détruites dans les flammes. C'est son gagne-pain, a-t-il indiqué. Les conditions dans lesquelles s'effectue la vente des produits pétroliers sont préoccupantes. À la station d'essence qui se trouve à Delma 48, un incendie a été enregistré ce mardi et, selon des témoins, son origine est accidentelle. Il n'y a pas eu de victimes, certes, mais dans presque toutes les pompes à essence de la capitale, c'est le même tableau et les risques pour qu'un autre incendie ait lieu sont assez élevés. Notons qu'un agent de la PNH en uniforme muni de galon jaune a été remarqué dans les parages, malgré la note rendue publique qui interdit cette pratique. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Le Premier ministre Ariel Henry a effectué ce mardi une visite à la direction générale de la PNH. Le chef du gouvernement voulait exprimer sa solidarité et son ferme soutien aux policiers. L'occasion pour le chef du gouvernement de promettre des moyens aux forces de police afin de rétablir la sécurité dans le pays. Par ailleurs, le docteur Henry a fait remarquer que son gouvernement ne négocie pas avec les bandits. Il en a profité pour féliciter les agents de la PNH en ce qui concerne les dernières opérations. Son visite pour nous dire, la police, là, merci. Merci pour le travail qu'il a fait. Un travail qui pas toujours que tout le monde pas toujours comprendre. Nous voulons dire que le gouvernement, l'État a soutenu nous dans le travail qu'on a fait.
nous voulons reconnaître le sacrifice que nous faisons. Nous qui tombons pendant que y a travail. Nous voulons dire nous que nous ne pas oublier nous. Nous voulons accompagner nous. Ça nous gagne pour nous faire li en pile. Li en pile, mais nous engager. Nous prenons engagement, protéger et servir la population. Nous venons encourager nous. Nous venons dire nous reconnaître ce qu'on a fait avec pas en pile moyen. Nous avons fait avec zone. Mais nous devons faire le bien. Nous arrivons dans le jour qui sont passés là. Fait que la vie recommence dans le pays. Et nous disons merci. Ça nous pour nous faire pour que l'ordre règne un peu mieux sur le territoire national là. Les plus difficiles, ça nous pour nous faire devant. Mais nous capables. Quand comme te dit, nous te fait 1804, pas grand rien là, nous pas qu'à faire. Le gouvernement vient dire nous tout. Que les engagés pour lui, bah nous moyens pour nous travailler. Nous pauvres, nous pas gain tout moyen nous t'avler bah nous. Mais nous chercher moyen pour que de mieux en mieux que l'instrument de travail nous qu'à plus performant, qu'à meilleur et que nous-mêmes famille nous allons aller mieux certains. Nous voulons améliorer les conditions de travail policiers et policières. Nous voulons continuer le travail contre l'insécurité. Bandits restent bandits. Gouvernement pas bail bandits l'argent pour continuer à faire acte banditisme. Si il y a l'argent pour bail bandits, n'a bail la police là pour que la police là cherche bandits, mette bandits hors d'état de nuire. Nous pas dans business bail gang l'argent. Voler, c'est voler et c'est un voler n'a traité. Assassin, c'est assassin, c'est un assassin n'a traité. Nous remercions nous parce que gaz là recommence à circuler. Et nous connaissons tout sacrifice nous fait pour que ça arrive fait. M'a dit nous que la population reprend un peu plus confiance en nous. Et sur la scène internationale, témoignage que nous gagnons, si victoire que nous faisons dans le jour qui s'est passé, ils reconnaissent. Et je viens ici, je dis reconnaître. Nous avons fait plus, nous avons fait plus. Merci pour l'engagement. Merci pour l'effort pour la population. Nous faisons seulement protéger et servir la population, en continuer et le gouvernement a toujours à côté de nous. Les Forces nationales pour la démocratie, FND, se disent scandalisées face à l'inaction des autorités haïtiennes devant les problèmes auxquels le pays fait face. Cette situation a forcé et force encore les citoyens haïtiens à fuir le pays malgré les mauvais traitements qu'ils subissent en terre étrangère, regrette le directoire du FND. À l'occasion de leur premier anniversaire, ce 16 novembre, les Forces nationales pour la démocratie réitèrent leur attachement à la mise en place d'un exécutif bicéphale et encouragent tous les acteurs à trouver une solution à la crise que traverse le pays. On dit, du point de vue national, on dit la vérité. Les perspectives sont plutôt sombres, bagaille pas clair. Population de la plus grande confusion. La preuve que de la plus grande confusion, c'est la remontée du phénomène botte pupelle. Qu'on y a plus de monde, de temps en temps, vous tendez qu'à un petit voilier, qu'à échouer, ou bien Barbas, ou bien dans zone Miami, etc. Malgré l'humiliation, nous prenons au Texas récemment, Haïtiens fait commencer quitter le pays. Malgré l'humiliation, nous prenons en République dominicaine, Haïtiens fait commencer dans le passant Bafé. Ça signifie qui ça? Ça signifie Haïtiens de la plus grande confusion, nous pas ouais qui ça a fait pour nous sortir dans l'état hier. En tout cas, il n'est pas confiant du tout par la politique globale menée
par l'actuel pouvoir qui est en place là, qui pour ta sorti nous dans mira que nous hier. Hein? C'est-à-dire que quand on a chanté qui est dans le folklore haïtien, c'est que maladie a pas gaïa. Nous pas bon. Le gang de Pernier a réalisé lundi un assaut contre le sous-commissariat de Pernier. Aucun bilan n'a été fourni par les autorités policières. Mais selon des informations disponibles, des affrontements ont eu lieu entre les policiers et les individus armés du chef de gang Vite L'Homme. Ce dernier est un allié du gang des 400 Marozo. Les autorités policières avaient réagi rapidement en envoyant du renfort aux policiers de Pernier. Les résidents de la zone ont cru un moment qu'il s'agissait d'un affrontement entre les forces spéciales américaines et les bandits qui détiennent les missionnaires depuis un mois. L'assaut contre le commissariat de Pernier a été lancé quelques jours après des revers essuyés par le gang de la Croix des Bouquets. Des bandits avaient été appréhendés et au moins un autre blessé lors de 2 opérations des forces de l'ordre. Le gang des 400 Marozo est dans le viseur des forces de l'ordre et du FBI américain depuis l'enlèvement et la séquestration de 17 missionnaires américains et canadiens. Le gang pourrait avoir décidé d'une opération punitive afin de confirmer leur hégémonie dans la zone. Les attaques contre les commissariats avaient cessé depuis des opérations policières visant à démanteler les gangs impliqués dans ce genre d'assaut. Récemment, les policiers des sous-commissariats de Savane-Pistache et de Martissan 1 avaient résisté à un assaut des bandits de Grand Ravine. Le docteur Robert Louis plaide pour un nouveau partenariat entre Haïti et la diaspora. Il estime qu'il était important de mettre l'accent sur la formation, notamment professionnelle, et de mettre fin à l'assistanat. M. Louis pense qu'il faut dupliquer les modèles qui marchent actuellement en Haïti. On a chez nous, en tant qu'Haïtiens, un sens profond de la communauté, de l'entraide. Il ne faut pas surtout tomber dans la tentation de l'individualisme. C'est pour nous saisir le présent. Comment? Eh bien, c'est pour nous faire tout ça nous qu'a fait. Si l'école là pas accessible, nous pas est trop dangereux. Si nous avons moyens internet, etc., pas la éducation, même si quel que soit genre nous fait, même si c'est sur internet, même si c'est nous-mêmes qui mettons ensemble entre parents et un groupe de parents et servi de tuteur pour Timoun, pas la éducation, saisie présent. Et dans présent, tout ça, tout ça moyen nous permet de nous faire, toute sa santé nous permet de nous faire. Et en tenant compte des mesures de sécurité, pas quitter la peur et paralyser nous. Nous devons faire tant de voix nous à l'unisson en tant que peuple. Nous pas obligés de faire ça dans la violence, nous pas obligés de faire ça dans craser brisé, mais c'est pour nous finalement en tant que peuple, nous mettre ensemble, nous faire tant de voix nous dit clairement et ça nous besoin, nous dit clairement que nous bouquets, une rôle dans la diaspora, nous capables de jouer pour aider à résoudre de façon concrète et palpable les problèmes haïtiens. C'est que faut nous aller au-delà de un support du point de vue pécunier seulement en termes d'argent. Il y a des bagages concrets nous avons fait là-bas. Permettre accès à des réseaux d'universités, accès, aider Mounio, joindre accès à des moyens pour développer
à des formations, pas nécessairement au niveau universitaire, mais il y a des formations de quelques mois, soudure, mécanique, etc. Bail des moyens pour nous suspendre les poissons, mais pour ne pas pêcher eux-mêmes. Aspect professionnel là extrêmement important. Il faut nous toujours penser à le peuple là au moyen pour le moins dépendant de nous dans la diaspora. Dans tous les pays du monde, l'État joue un rôle fondamental dans l'économie générale. Maintenant, comment se divise le monde? Nous avons pensé simplifier les choses en faisant deux super catégories. D'un côté, ce qu'on peut appeler les démocraties occidentales, c'est-à-dire grosso modo les pays européens, les États-Unis, la plupart des pays d'Amérique, tout ce qu'on appelle le bloc occidental, le monde occidental. Face à cela, nous avons une deuxième grande catégorie qui est ce qu'on pourrait appeler le capitalisme d'État. Capitalisme d'État, c'est-à-dire la Chine, la Russie, Cuba même, tout à côté de nous. Aujourd'hui, toujours avec notre ami William Savary, économiste et fondateur du Haitian Stock Exchange, nous allons rentrer dans les grandes lignes sur ce qui caractérise les démocraties occidentales et comment l'État y joue un rôle fondamental. Bonsoir William. Bonsoir Serge, bonsoir Haïti, bonsoir tout le monde. Voilà. Donc, les démocraties occidentales, c'est-à-dire le monde dans lequel nous vivons, là, actuellement, en Haïti, d'un point de vue géographique et géopolitique. Alors, les démocraties occidentales, rôle de l'État fondamental. Bon, il faut, au prime abord, il faut que l'on identifie les démocraties occidentales comme des démocraties issues du judéo-christianisme. C'est la première chose de façon doctrinale. Et d'un point de vue doctrinal, il y a toute une série de considérations éthiques et morales qui sont prises en compte. Et maintenant, l'évolution de cette doctrine nous amène à deux tendances fondamentale au niveau de l'organisation de l'État. Il y a un État qui se veut un État-providence qui a la responsabilité de la redistribution des biens produits dans la société. Et maintenant, à l'opposé de ça, vous avez un État néolibéral où la primauté, c'est vraiment la culture de l'individualisme. Donc, et la culture de l'individualisme se fait à travers les expressions de la Renaissance, de la liberté individuelle contre la liberté générale du grand monde. Dans la tradition protestante d'ailleurs, puisque vous avez parlé de la tradition judéo-chrétienne. Bon, on peut dire qu'il y a un pays qui résume un peu ces deux tendances, c'est les États-Unis d'Amérique, avec d'un côté les républicains qui seraient donc les néolibéraux, et où chacun essaye de faire le maximum et par ruissellement ça va toucher la masse. Et vous avez les démocrates qui sont partisans de plus d'État, c'est-à-dire qui rentrent beaucoup plus par les taxes, enfin bon, ce n'est pas étonnant que ce soit un démocrate en la personne de Barack Obama qui ait voulu instaurer le Obamacare, c'est-à-dire la sécurité sociale pour... C'était combien? 53 millions d'Américains qui n'avaient absolument rien. Absolument. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que au niveau de la démocratie américaine, les taxes sont perçues comme une force redistributive de la richesse et de la production. Alors, du côté des... C'est vrai partout, non? Oui, mais c'est pour opposer ceci aux républicains qui perçoivent les taxes comme un coût opérationnel. Donc, au niveau des républicains, le moins de taxes, le plus est élevé le taux de profit et de rentabilité. Alors que pour les démocrates, le plus de taxes, le plus qu'il y a des fonds à redistribuer à travers les sociétés et à satisfaire les besoins de l'intérêt général. Et mener une politique sociale. Donc c'est vraiment les deux grandes tendances qui dominent
les deux types d'États que nous avons identifiés. Et ceci est vrai dans tous les pays du monde. Oui. Bon, maintenant, si on va en Europe, là, il y a peut-être des nuances également. Vous avez les grandes démocraties, disons, du sud de l'Europe, avec, en commençant par l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, qui sont des modèles mixtes, équilibrés, absolument, où le rôle de l'État est important, mais où on laisse aussi la bride sur le cou aux néolibéraux, où on encourage l'investissement privé, etc., etc. Et puis vous avez les démocraties du nord de l'Europe, qui, elles, sont très sociales. Ouais, bon... parce que les besoins se manifestent différemment parce que ça, les revendications au niveau des syndicats dans les sociétés déterminent la politique de l'État. Maintenant, si les revendications qui ont eu lieu, par exemple, en Europe du Nord, ont été des revendications telles qu'il fallait les satisfaire. Donc, c'est à cause de ces revendications que des politiques ont été adoptées. Alors qu'en Europe, dans les pays scandinaves, c'était une évolution graduelle au fil des temps, sans qu'il y ait eu autant de revendications. Oui. Non, d'ailleurs, la politique de ces grands pays scandinaves, Suède, Norvège, etc., c'est vraiment d'abord de réduire au maximum l'écart entre les salaires. Je me rappelle d'un ami médecin qui voulait aller s'installer en Suède. Il était fasciné par la Suède. Et quand il s'est informé sur combien touchait un médecin dans un hôpital en Suède, il s'est rendu compte que c'était à peine quelques centimes de plus que le policier qui faisait la circulation au coin de la rue. Bon, maintenant, il y a une chose. Et après 12 ans d'études... Il faut aussi signaler que il y a certains pays où les inégalités sociales sont beaucoup plus en compte que d'autres. Par exemple, il y a eu Thomas Piketty qui a fait une recherche pendant pas longtemps où il avait démontré que les grandes fortunes se réalisent, se consolident et plus que ça se fasse, s'effectue, plus qu'il y a de l'inégalité sociale. Donc, en tenant compte de la réduction des inégalités sociales, et parfois il y a des pays qui le font à travers augmentation de salaire, il y a d'autres qui le font à travers des facilités d'investissement qui mettent à la portée de tout le monde. Il y a d'autres qui le font à travers la mise en place de systèmes de crédit. Donc, il y a diverses façons de réduire les inégalités sociales. Et la façon adoptée détermine la politique de l'État. Soit la politique d'investissement, la politique de crédit, la politique de l'éducation, la politique de santé, etc. La politique de taxation aussi, surtout. La politique de taxation, maintenant, il y a cet effet redistributif de la taxe qui consiste à, par exemple, ce qui est perçu par les gars du néolibéralisme, perçu comme un coût à la rentabilité, comme une pression à la rentabilité, alors que du côté de la démocratie, comme nous le voyons aujourd'hui, c'est vraiment une façon d'avoir les fonds nécessaires pour faire fonctionner la société. Donc, c'est vraiment la défense de l'intérêt général. C'est ça. C'est la phrase du président Biden en parlant des GAFA, des grandes fortunes américaines. They have to pay their fair share. Their fair share. Mais il faut aussi signaler qu'il y a eu un président américain qui a eu à dire que chacun doit payer ce qu'il doit payer et pas un centime de plus. Ce qui donne l'ouverture de se servir des abris fiscaux et de réduire le plus possible le montant d'imposition. Oui. D'ailleurs, la limite entre la tricherie et la recherche de l'efficacité, aujourd'hui, elle n'est plus très claire. Hein? Et la tricherie, il faut le dire, et l'évasion fiscale. Oui, exactement, l'évasion fiscale, bien sûr. Bien sûr, aller mettre son argent dans des paradis fiscaux, c'est refuser à l'État où on a fait ces affaires la possibilité de prendre des impôts pour aider les plus défavorisés. Il faut dire aussi que dans l'articulation des lois au niveau de la fiscalité, il y a également des provisions qui sont mises
pour permettre à ce que les investissements se fassent ailleurs, pour permettre à ce que le capital soit rapatrié ailleurs. Donc, et ça rentre dans le goût de ce qu'on appelle le lobbying group, parce que à plusieurs reprises, il y a certaines lois fiscales qui ont été adoptées et votées. C'est sous la pression de certains groupes déterminés. De pression. Ouais. Oui, bon, ça aussi, c'est un peu dans tous les pays du monde. Et vu que les groupes de pression financent les campagnes, en grande partie, oui. Oui, non, bien sûr, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Bon, mais William, je crois qu'on a dressé un tableau relativement clair des démocraties occidentales. La prochaine fois, nous aborderons le capitalisme d'État avec les grands pays comme la Chine et la Russie, mais aussi comme notre voisin cubain. Et bon, il y a une chose que j'aimerais dire quand même avant de terminer, c'est que quand on prend les démocraties occidentales, au départ, elles sont toutes des démocraties. C'est-à-dire qu'elles élisent des dirigeants à partir d'élections libres. C'est ça, la démocratie. Alors que du côté du capitalisme d'État, ce sont pour la plupart des dictatures et même parfois des régimes totalitaires. Bon, il y a des gens qui vous diraient que, par exemple, la majeure partie de toute grande réussite, par exemple, le Sixtine Chapel n'a été peinte que par une seule personne. Ce qui veut dire, je ne suis pas sûr de peut-être que parfois une dictature n'est pas mauvaise, peut ne pas être mauvaise. Oui, mais là c'était un affrontement entre deux géants, c'était un affrontement entre Michel-Ange et le pape Jules II. Mais ce sont les contradictions qui font progresser le monde. Bon. Ça, c'est la thèse communiste. Bon, le matérialisme dialectique. Oui, c'est le matérialisme dialectique. OK, William, merci beaucoup. Donc, on se voit la prochaine fois pour continuer le long de cette ligne. Voilà, c'était le premier volet d'un thème général que nous avons appelé le rôle de l'État dans l'économie et qui s'est un peu intéressé à éclairer ce que sont nos démocraties occidentales. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.